Ça. Alors, Fabien Robert. Monsieur le Président, bon, cet exercice des orientations budgétaires est toujours un peu l'occasion pour les uns d'embellir le tableau, pour les autres de le noircir. C'est un exercice, je crois, usuel. De mon côté, je voudrais effectivement pointer au démarrage un certain nombre de satisfactions que nous ne partageons pas totalement, ou en tout cas que nous voudrions un petit peu relativiser. Notamment, je l'ai dit dans le propos liminaire, mais je le redis, la santé financière des collectivités est bonne. Après la crise Covid, grâce à, évidemment, je le répète, aux exécutifs, mais aussi grâce aux investissements et aux aides massives de l'État. Et je pense que c'est ce qui nous permet aussi d'aborder cette période plus sereinement. Bien sûr qu'il y a des collectivités qui vont rencontrer des difficultés, mais de ce point de vue-là, on a eu toute une série d'alertes. Il y a eu une grande capacité en réalité de résilience de la part des collectivités. Toujours au registre des éléments positifs, peut-être plus que ce qu'on a pu l'entendre ici. La TVA, vous aviez rappelé effectivement que vous étiez un fervent défenseur d'une fraction de TVA accordée par Manuel Valls. Dans cette même logique, la TVA est effectivement une recette extrêmement dynamique. Vous me rétorquerez sans doute que l'assiette de l'impôt n'est pas l'assiette du territoire, certes, mais le développement économique, l'activité économique permet aussi à cette taxe d'être évolutive et de faire du bien. Le 12e de fiscalité du mois d'octobre, qui sera versé le 20 octobre de ce mois-ci, c'est 2,5 milliards pour les collectivités, dont 1 milliard pour les régions. Cette somme leur est due, donc il n'y a pas de difficulté, mais c'est pour souligner tout de même, je trouve que cette recette est particulièrement dynamique. Ensuite, sur la CVAE, bon, on a une différence de point de vue. Vous dites que ça n'est pas un impôt de production. Bon, les économistes le mettent dans un impôt, dans l'impôt de production, en tout cas ceux que j'ai pu consulter. Par ailleurs, ils taxent la valeur ajoutée, c'est vrai. C'est donc d'une certaine manière plus injuste encore que tous les autres impôts, que d'autres impôts, puisqu'on va taxer immédiatement la transformation dans l'entreprise. Et c'est notamment injuste pour l'industrie. Et là, c'est très clair. Il y a toute une série de travaux qui montrent que ça défavorise notamment et plus particulièrement les industries. Alors, les compensations vont là aussi se faire par la TVA, je n'y reviens pas, ce n'est pas le sujet ici, mais je crois qu'on peut tout de même se féliciter que cet impôt soit supprimé. Ça contribuera, je crois, à la réussite industrielle. J'entends que vous n'êtes pas tout à fait du même avis. Je pense malgré tout que cet impôt fera du bien, et on voit dans le PLF quand même les effets qu'il a. Ce que disent aujourd'hui les experts, c'est pas que le MEDEF, hein, c'est aussi un certain nombre d'économistes plus neutres qui considèrent que c'est une bonne nouvelle. Donc, quelques éléments tout de même à souligner ou à nuancer. Le contexte, lui, est aussi particulièrement nouveau. Et de ce point de vue-là, l'enjeu énergétique, vous le mettez, je crois, au bon niveau. Il y a effectivement des recettes supplémentaires, enfin des dépenses plutôt supplémentaires. Et vous l'avez évoqué, je crois, en des termes extrêmement transparents. Mais nous avons néanmoins un regret, ou plutôt une forme de... Oui, un regret, puisqu'il y a une constante, c'est toujours le terme s'engager sur un plafond annuel d'investissement soutenable. Alors, non pas que nous ayons une hostilité pour la prudence budgétaire, bien évidemment, mais vous le savez, nous le répétons souvent ici, nous pensons qu'il y a une timidité sur certains investissements, pas sur tous, une forme de timidité qui, du coup, met la région dans une certaine prudence. Je rappelle que les régions, c'est des machines à investir. On a des capacités fortes ici. Alors, je suis un peu injuste, vous nous avez peut-être entendu, puisque on va passer de 5 à 6 ans la capacité de désendettement au terme de la mandature. Ça nous paraît prudent, peut-être un peu trop prudent dans cette période où, au contraire, on a besoin du soutien plus massif encore des collectivités. Le ratio de désendettement n'est pas la boussole, je crois, d'une collectivité. On ne gère pas du patrimoine. Mais en réalité, ce qui est important, et vous le soulignez, à un moment donné, vous avez cette phrase « Nous ne pourrons pas répondre à tous et pour tout », considérant que c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel. Ben non, pas du tout. Je crois que c'est la définition même de la politique. Gouverner, c'est choisir. Si difficile que soient les choix, je pense que vous aurez reconnu Pierre Mendès France. Quelques domaines qui nous perturbent, ou sur lesquels nous avons des différences. Tout d'abord sur l'aménagement du territoire. L'année dernière, Geneviève Darrieussecq soulignait l'absence de clé de lecture territoriale. Eh bien, je fais la même remarque aujourd'hui. Nous aimerions comprendre par territoire, même si c'est incomplet, le sens que vous voulez donner au budget régional. On nous parle du SRADET, on nous parle de la politique contractuelle et du CPER. Nous l'avons dit, ça ne constitue pas pour nous une approche territoriale intégrée. Et j'y reviendrai sur la délibération 28 avec les contrats que nous allons voter. Alors, un certain nombre de sujets également ont été abordés, où me semble-t-il,
il y a des incertitudes, en tout cas des inexactitudes, pardonnez-moi. D'abord, concernant le bouclier énergétique, on l'a un petit peu abordé ce matin, je crois que les choses sont claires. La logique qui est adoptée est exactement la même que vous reprenez pour les lycées. Et si vous... donc je crois qu'elle est bonne, tout simplement, de regarder collectivité par collectivité. Quant à la baisse des coûts de l'énergie que vous anticipez, j'imagine que vous avez aussi à l'esprit le fait qu'on renégocie les prix et que ça bénéficie aussi aux collectivités. Donc je crois que là aussi l'État joue son rôle. Par rapport au retour ou non du pacte de Cahors, bon, le pacte de Cahors n'a pas grand-chose à voir avec ce qui va être présenté. En tout cas, ce qui est présenté, je répète, c'est en construction aujourd'hui. D'abord parce qu'on tient compte de l'inflation. Alors, il n'y en avait pas à l'époque. On réclamait de tenir compte de l'inflation. Ayons au moins la justesse de reconnaître que dans ce contrat, on va retenir compte de l'inflation, moins 0,5. C'est plutôt vertueux. Deuxièmement, on va raisonner par catégorie et non par collectivité. Ce qui va permettre aussi une forme de souplesse par catégorie. Et on touchera les budgets annuels supérieurs à 40 millions, soit 500 collectivités. On est quand même loin de ce qu'était le contrat de Cahors pour l'avoir vécu aussi de l'intérieur. Voilà toutes ces interventions. Je ne parle pas de la DGF qui augmente, on l'a déjà évoqué. C'est vrai que tout ça, quand même, toutes ces interventions, c'est vraiment la France et sa radicalité libérale. Vraiment, je crois que là, on a de parfaites illustrations de à quel point la France est un pays ultra-libéral. Alors certes, dans ces orientations budgétaires, vous nous parlez beaucoup de transport. Et vous venez de dire, et vous avez lâché le mot, monsieur, c'est une information concernant l'ouverture à la concurrence que vous nous faites. Effectivement, c'est une information. Et ce que nous aurions aimé avoir, ce n'est pas une information, c'est un débat spécialement consacré à ce sujet. Peut-être pas après 9 heures de réunion, parce que c'est vraiment le sujet majeur et nous l'abordons uniquement maintenant. Donc nous regrettons cela. Entendons-nous bien, sur le fond, nous sommes totalement d'accord avec cette logique. Je le dis sans ambiguïté, nous considérons que la concurrence peut améliorer la qualité du service, la desserte, tout en garantissant la sécurité et le statut des salariés. Et là aussi, vous avez pris des exemples, mon cher collègue Mélier, qui vont satisfaire et illustrer votre propos, mais il y a une multitude d'exemples qui montrent que à partir du moment où l'infrastructure est publique, eh bien, on peut garantir la sécurité, avoir des réductions de coûts. Et par ailleurs, c'est pas s'opposer à la SNCF que de dire ça. La SNCF sera la première à répondre à ces appels d'offres. Elle va créer des filiales et sans doute que dans certaines régions, elle gagnera les marchés. Donc ça veut dire aussi qu'elle va participer à ce jeu-là et sans doute que tout le monde y sera gagnant. Alors, on est pour à 200%, mais vous avez dit ce matin, je suis comme Saint-Thomas. Ben nous aussi, on est comme Saint-Thomas. Et aujourd'hui, je vous ai écrit, vous avez d'ailleurs répondu dans un délai rapide et je vous en remercie, parce que nous avions des questions. Les réponses ne sont pas totalement complètes, mais vous voyez bien qu'il y a plein de sujets sur cette question qui nous dérangent. Et sur la forme, c'est un peu un étonnement tout de même de voir ce sujet dans les orientations budgétaires. Ça ne permet pas le débat apaisé. Le Césaire d'ailleurs l'a souligné dans un débat, je crois, d'une rare sévérité tout de même pour le Césaire, où il parle d'un déficit démocratique, je crois, de mémoire. Enfin, il pointe le fait que sur ce sujet, nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui nous conduit à être réservés, et nous verrons la teneur des débats, évidemment, sur la délibération 32, c'est-à-dire dans un lointain moment où, évidemment, j'espère que nous aurons toujours autant de capacité d'écoute et de concentration. Concernant le transfert des matériels roulants, juste un mot, parce que je réagis à ce que vous avez dit. Effectivement, le transfert du matériel roulant était propriété de la SNCF, parce qu'il y avait une situation de monopole longue et ancienne, alors que les transports urbains sont remis en cause par des mises en concurrence régulières. Et donc, effectivement, le matériel est propriété de la collectivité. C'est bien la preuve que pour lancer la concurrence, il faut que le matériel soit propriété de la collectivité. Donc la délibération 32 est liée à la mise en concurrence. Je crois qu'il faut le dire clairement. Ce n'est pas le seul objet, c'est aussi pour mieux gérer le parc, nous l'entendons, mais c'est clairement un préalable à la concurrence. Et nous regrettons que ce débat n'ait pas lieu. Je crois qu'il aurait pu être parfaitement apaisé. Concernant toujours les questions qui nous tiennent à cœur, au-delà des transports, vous avez également abordé, pas assez suffisamment selon nous, les questions de jeunesse, de politique de jeunesse. Là encore, je l'ai abordé ce matin, je le redis, mais très légèrement pour ne pas être trop long. Je trouve que nous avons une vision de la jeunesse qui n'est pas suffisamment développée. Vous nous avez proposé de participer à un groupe de travail suite à l'amendement, ou plutôt à la motion que nous avions déposée au début du mandat, et nous vous remercions. Nous allons nous y impliquer pleinement pour que nous ayons de ce point de vue-là une politique extrêmement ambitieuse. En tout cas, vous pourrez compter
sur nous. Ensuite, Monsieur le Président, nous pensons qu'il y a, et je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais peut-être quelques idées neuves, quelques novations qu'on aurait pu imaginer. Vous avez parlé de la géothermie. Nous sommes d'accord, totalement d'accord. Après, en termes d'innovation, la géothermie, la centrale qui est juste à côté du Conseil régional, elle date de 1981. Nous avons à la cité municipale de Bordeaux, ou rive droite, une centrale de géothermie. Donc la géothermie se développe et je crois qu'on fait le bon choix. J'ai envie de vous dire, allons un cran plus loin. J'ai là l'étude évidemment sur la géothermie de surface, une arme puissante du Haut Commissariat au Plan. Vous ne serez donc pas surpris que je la cite quand même. Mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous révèle que nous avons sous nos pieds un gisement formidable au-delà des infrastructures publiques pour les particuliers. Prenez connaissance de ce travail qui est d'abord celui des professionnels. C'est 100 terawatts annuels de potentiel d'économie de gaz accessible d'ici 15 à 20 ans. Évidemment, pour cela, il faut plus de formation. C'est les compétences, évidemment, notamment de la région. Plus de capacité de forage pour les systèmes de chauffage. Et là, il y a aussi de la recherche à produire. Et puis, il faut aussi, pour les particuliers, réduire sans doute la charge des travaux par un tiers financeur. En tout cas, il y a dans la géothermie quelque chose d'extrêmement important. Chiche, Monsieur le Président, regardons-le aussi pour les néo-aquitains. Nous pensons qu'il y a là quelque chose de fort intéressant. Sur les innovations aussi, bon, nous avons fait face ce week-end à des pénuries d'essence importantes. Il y a des régions qui ont proposé la gratuité des transports, des TER, ou bien les TER à 1 €. Alors certes, c'est symbolique ou symptomatique, mais c'est important, ça envoie un signal. Mais comme je savais que ça n'allait pas vous plaire, je vais prendre un autre exemple. Sur le même registre, puisqu'on parle des jeunes, une autre comparaison, c'est l'Occitanie. Il existe une tarification spécifique pour les jeunes. Plus ils voyagent en train, moins ils payent. De 0 à 10 trajets par mois, l'usage du jeune bénéficie d'une tarification à moins 50%. De 11 à 20 trajets, c'est gratuit. Et au-delà de 20 trajets, il nourrit une cagnotte qui lui permet de financer les prochains trajets du mois d'après. C'est innovant, social et ultra incitatif. Bon, qu'avons-nous en Nouvelle-Aquitaine ? Rien, la tarification habituelle de la SNCF. Si je dis une bêtise, vous me corrigerez. Mais en tout cas, nous, on a regardé... C'est une grosse bêtise, moi. Très bien, ben vous me corrigerez, vous me passerez ça, c'est ma première en tant que président. Mais simplement, nous on a regardé Bayonne-Orthez ce week-end, un jeune, combien il payait ? Bayonne-Orthez, 27 €. Il y a, pour un jeune, il y a des compagnies aériennes qui proposent d'aller à l'autre bout de la France pour à peu près le même prix. Donc s'il y a des tarifs, peut-être qu'il faut les re-regarder. En tout cas, nous considérons que c'est insuffisant. Alors, je ne vais pas paraître injuste. Il y a évidemment des éléments d'orientation qui nous conviennent. La politique industrielle, notamment. Nous savons très bien que vous avez de ce point de vue-là axé vos priorités sur la relocalisation de production stratégique à forte valeur ajoutée, y compris sociale et environnementale, et nous sommes totalement d'accord. Vous avez également, j'en suis sûr, remarqué l'intention de l'État et l'interview du président de la République sur ce sujet, qui nous montre aussi qu'il y a là des convergences à trouver main dans la main avec l'État. Nous vous savons aussi gré de tenir un discours clair sur la science et sur l'innovation. Beaucoup d'informations, de désinformation, de complotisme, le schéma que vous nous proposez un petit peu plus tard, scientifique, tout ceci eh bien, va dans le bon sens. Un petit regret néanmoins, sans doute que sur le nucléaire, au-delà de l'aspect industriel et emploi, il faut rappeler le succès de cette énergie décarbonée qui fait que la France est dans la situation que l'on sait, c'est-à-dire moins pire que ses voisins européens en matière de pollution. La restauration scolaire, je n'y reviens pas. Alors, évidemment, Monsieur le Président, je vous concède que les orientations budgétaires, ce n'est pas un exercice tout à fait évident. J'entendais nos camarades du Rassemblement national tout à l'heure, enfin en introduction, nous dire à quel point il fallait faire plus de dépenses, notamment il y a une motion, un fonds agricole d'urgence, toute une série d'actions qui coûtent. Et en même temps, on nous a expliqué qu'on ne faisait pas assez d'économies et que ça n'allait pas et qu'il fallait réduire encore plus. Bon, on va raser gratis ? Non, par définition, ça n'existe pas. Donc c'est un exercice difficile. Il est difficile à rédiger pour vous, à analyser pour nous. Il faut être à la fois exhaustif, synthétique, politique, technique, ambitieux et réaliste. Le risque à la fin, c'est sans doute de parvenir à une forme de synthèse un peu molle. Eh bien, malheureusement, on n'échappe pas tout à fait à cet écueil. Merci.